Bienvenue à mon podcast. Aujourd'hui, on rencontre le professeur Trudeau, qui est un de mes anciens enseignants quand j'ai fait mon bac et ma maîtrise en neurosciences. Donc, son laboratoire à l'Université de Montréal, il étudie la maladie de Parkinson, la dopamine et les circuits neuronaux. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va vraiment démystifier en détail la maladie de Parkinson. Donc, suivez-nous pour cet épisode. Bonjour, professeur Trudeau. Merci d'être ici aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous voudriez un petit peu résumer votre parcours et tout ça? Moi, j'ai étudié en neurosciences, fait que vous étiez mon enseignant, fait que je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. Mais je voudrais juste que notre public comprenne un petit peu c'est quoi votre parcours, dans quel type d'études que vous faites dans votre laboratoire. Oui, certainement. Moi, je suis professeur titulaire à l'Université de Montréal, à la faculté de médecine, au département de pharmacologie, physiologie, puis aussi au département de neurosciences. Quand on est professeur universitaire, la plupart du temps, c'est parce qu'on fait à la fois de l'enseignement et de la recherche. Puis on fait l'enseignement, c'est seulement une partie de ma tâche, parce que je dirais peut-être 80% ou 75% de mon temps est dédié à la recherche. Puis pour arriver à ce poste-là, je suis passé par plusieurs étapes. Donc, comme toi, j'ai fait un bac, un diplôme de premier cycle universitaire. Dans mon cas, c'était en psychologie, parce qu'il n'existait pas un bac de neurosciences, mais probablement que c'est ça que j'aurais fait si j'avais eu l'opportunité. Mais j'ai fait un bac en biopsychologie parce que je m'intéressais en fait au fonctionnement du cerveau, aux psychopathologies. C'était des sujets qui avaient piqué ma curiosité. J'avais eu un très bon professeur, en fait, au cégep, un cours de psycho, qui était un excellent vulgarisateur, justement. Puis, Fait que c'était en biopsychologie? Oui, c'est un programme de biopsychologie à l'Université Concordia. OK. Et donc, j'ai complété ce programme-là. Puis j'ai eu dans ce programme, je faisais aussi partie d'un programme spécial qui s'appelait le Collège des sciences de l'Université Concordia, qui existe toujours encore, ce programme. C'est un programme qui vise à donner une formation très pluridisciplinaire en sciences, d'une part, mais aussi de donner des expériences de recherche dans les labos de recherche pendant toutes les années du bac. Donc, j'ai fait des stages comme ça dans des labos de recherche pendant les 3 années de mon bac. Ça m'a donné plein d'expériences intéressante, dont j'ai travaillé à un certain moment dans un laboratoire qui s'intéressait aux effets de l'alcool sur le cerveau. Et ça aussi, donc ça m'a amené de plus en plus vers la direction d'étudier le cerveau, étudier ses mécanismes de fonctionnement. Et par la suite, je suis allé en France pour faire une deuxième partie de mes études, une maîtrise. En fait, là-bas, ça s'appelait le diplôme d'études approfondies. Mais c'est un titre qui est l'équivalent à ce qu'on appelle une maîtrise ici. Et là, j'ai continué à faire de la recherche j'ai commencé à étudier plus la connectivité entre les neurones, donc les circuits dans le cerveau. Mais dans ce cas-ci, c'était à l'aide d'un modèle d'invertébrés marins qui s'appelle une aplysie. C'est comme une sorte de gros escargot de mer. Mais c'est un système intéressant pour étudier la connectivité entre les neurones et aussi comment cette connectivité change dans le contexte de la mémoire, donc des apprentissages simples, par exemple. Et donc, j'ai fait mon premier cycle, mon deuxième cycle universitaire là-bas à Paris. Ensuite, je suis revenu à Montréal, puis j'ai fait ma thèse de doctorat dans un laboratoire à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Et là, j'ai continué sur cette thématique d'étudier le fonctionnement des circuits dans le système nerveux et comment ces circuits changent en parallèle avec l'apprentissage, des apprentissages élémentaires, toujours chez cet invertébré marin. OK, toujours ça. Fait que vous faisiez vraiment des recherches concrètes sur cet aliment pour voir les circuits. Comment les circuits changent lorsqu'on apprend des tâches simples. Donc, c'est vraiment les bases de la mémoire, en fait. Puis après ça, j'ai continué ma formation maintenant aux États-Unis pendant quelques années où j'ai fait ce qu'on appelle un stage postdoctoral, une formation, une surspécialisation en recherche. Et là, j'ai vraiment été vers d'autres systèmes. Là, j'ai commencé à travailler sur le cerveau des rats, une région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe et qui est aussi importante pour la mémoire. Donc, j'ai travaillé sur les circuits dans l'hippocampe et en particulier les mécanismes de libération des neurotransmetteurs, les mécanismes qu'on appelle exocytose. Donc, un terme qui veut dire la machinerie là, pour libérer les neurotransmetteurs des neurones parce qu'ils sont actifs. Donc là, c'était plus des études au niveau des mécanismes moléculaires et cellulaires du fonctionnement des connexions entre les neurones. Et donc, le but était de mieux comprendre dans tout ça la connexion, puis comment les connexions entre les neurones. Parce que finalement, si on veut comprendre comment fonctionne le cerveau, en bout de ligne, c'est des circuits. Comment ça communique? Comment les différentes cellules communiquent entre elles. Si on veut comprendre les maladies du cerveau et le fonctionnement normal du cerveau, c'est comme l'élément de base du fonctionnement du cerveau, la communication entre les neurones. Puis encore aujourd'hui, maintenant que
je suis à l'Université de Montréal. Je continue à travailler sur cette thématique qui est la communication entre les neurones, mais là, dans un autre contexte. Parce que quand j'ai été recruté à l'Université de Montréal, après mon stage postdoctoral aux États-Unis, là, j'ai commencé à travailler sur la connectivité des neurones, mais en particulier dans le système des neurones à dopamine, ceux qui utilisent la dopamine comme messager chimique. Et ça m'a amené, au fil des années, à travailler sur des pathologies qui ont rapport au système de la dopamine, dont la maladie de Parkinson, qui est le focus principal de mon travail maintenant. Mais au début, je m'intéressais beaucoup à la schizophrénie. J'avais un objectif d'essayer de mieux comprendre cette maladie qui est traitée justement avec des médicaments qui visent le système de la dopamine. Qui est complexe aussi. Mais c'est très complexe. Puis la schizophrénie, c'est encore plus complexe que des maladies du mouvement comme la maladie de Parkinson. Et donc, assez rapidement, après quelques années, j'ai décidé de mettre mes énergies plus sur la maladie de Parkinson parce que j'avais l'impression que je pourrais vraiment contribuer quelque chose de substantiel dans une carrière, disons, normale de quelques dizaines d'années tout au plus. Alors que la schizophrénie, c'est tellement compliqué. Là, j'aimerais bien travailler là-dessus, mais c'est tellement compliqué que ça m'a un petit peu découragé, je dirais. Fait que c'est ça, tu t'es concentré sur la maladie de Parkinson puis la dopamine. Oui. Voilà. Donc, parlons-en de la maladie de Parkinson, puis c'est pour ça aussi que je vous ai invité aujourd'hui pour qu'on puisse le démystifier pour les gens, parce qu'il y en a de plus en plus. Puis je regardais les statistiques avant notre podcast de voir, dans les 25 dernières années, ça a doublé, les gens qui ont le Parkinson. Puis, si je me trompe pas, vous pouvez me reprendre, mais c'est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente après l'Alzheimer. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas négligeable. C'est pas rare. Hein? La plupart des gens connaissent quelqu'un dans leur famille immédiate ou proche qui est atteint de la maladie. C'est ça. Fait que c'est significatif. Puis même moi, dans ma pratique, quand je vois je dirais c'est une des maladies auxquelles je suis face, que je vois le plus de souffrance des patients parce qu'ils sont conscients. Puis tranquillement, ils perdent leur autonomie, ils perdent leur contrôle moteur. Fait que c'est vraiment... Ça cause beaucoup de stress, de la rigidité aussi. Oui, c'est comme être pris dans une sorte de... C'est comme si on était figé. Puis on peut pas le dire à personne. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, un film des années 80 qui s'appelait... Locked-in Syndrome, c'est pas ça? Non, Locked-in Syndrome. Il y avait un film avec Robin Williams, là, que ça s'appelait comment, non? Le titre me vient pas. C'était une histoire qui portait justement sur une population de personnes qui étaient dans des hôpitaux psychiatriques après la grippe espagnole, l'épidémie de grippe espagnole là, de la fin des années 30, fin des années 20. Puis, il y avait des gens qui avaient eu une encéphalopathie, donc une inflammation du cerveau, puis qui avaient eu une sorte de syndrome comme ça, qui ressemble un peu à la maladie de Parkinson, mais ils ne pouvaient plus se déplacer, là, mais ils étaient conscients, finalement. Mais il n'y avait rien pour les traiter. Puis quand les thérapies de remplacement de la dopamine ont apparu dans les années 60, ces gens-là, qui étaient maintenus en institution depuis des décennies là, et qui étaient quasiment immobiles, ont pris ces médicaments-là, puis là, tout d'un coup, ils pouvaient commencer à bouger, puis... C'est comme s'ils sortaient d'une hibernation. Puis la maladie de Parkinson, peut-être qu'il y a un peu de ça, là, puis c'est sûr que c'est graduel. Par contre, les gens ne vont pas tomber figés du jour au lendemain. C'est graduel, mais ils deviennent un peu prisonniers de leur corps. Oui, c'est ça. Puis on le sait, on les connaît un peu, les symptômes du Parkinson, surtout le tremblement, la rigidité, mais aussi il y a beaucoup plus que ça. Beaucoup plus, c'est ça. Ceux qu'on voit, les symptômes les plus évidents, c'est pas toujours ceux qui dérangent le plus les patients en réalité quand on leur en parle. Donc les problèmes de sommeil, les problèmes cognitifs, même de la démence qui arrive plus tard souvent, mais toutes sortes de problèmes, des problèmes aussi par rapport au système nerveux périphérique, comme les problèmes d'innervation cardiaque, ça va faire que les gens vont avoir des problèmes avec leur tension artérielle quand ils vont se déplacer. Puis, la constipation aussi, la constipation, ce qui suggère aussi un problème avec le système nerveux périphérique. C'est ça. Ça atteint beaucoup plus que juste au niveau central. C'est ça. Parce que, est-ce que vous vouliez nous expliquer justement, disons justement quand il y a une famille, qu'il y a un proche ou la personne qui se demande, mais c'est quoi la maladie de Parkinson? Comment vous la vulgarisez? On appelle ça comme une maladie neurodégénérative parce qu'il y a vraiment des neurones qui meurent. C'est ça que ça veut dire neurodégénératif. Il y a d'autres maladies où on a des problèmes dans le cerveau qui ne sont pas dégénératives. Donc, si on pense à la schizophrénie ou si on pense à la dépression sévère, c'est des maladies du cerveau aussi. Mais on n'appellerait pas ça des maladies neurodégénératives parce qu'on ne voit pas de traces dans le cerveau d'une dégénérescence. Donc, soit des corps cellulaires des neurones ou les prolongements des neurones qui dégénèrent. Puis dans la maladie de Parkinson, essentiellement, c'est ça. C'est une maladie dans laquelle il y a des neurones qui meurent. Donc, habituellement, on est à la naissance, on a une certaine quantité de neurones qui nous accompagnent toute notre vie. Puis, on en perd un petit peu avec l'âge, graduellement, mais rien de trop drastique, ce qui fait que c'est pas étonnant de parler à quelqu'un qui a 90 ans et plus, puis de voir que c'est quelqu'un qui
qui a toute sa tête. Parce Ouais. que la plupart des circuits de base continuent à bien fonctionner longtemps. Parce que les connexions sont là, les neurones sont là. On perd un petit peu de neurones, mais c'est rien qui empêche les circuits de fonctionner. Mhm. Alors que la maladie de Parkinson, c'est un peu comme un vieillissement accéléré. Ce serait une bonne façon, je crois, de représenter cette maladie. Pour la plupart des gens, c'est comme si là, dans certaines régions du cerveau, dont les régions qui contiennent les neurones qui produisent la dopamine, ce messager chimique si important, bien, ces régions-là, on dirait qu'ils subissent un vieillissement accéléré. Alors, c'est comme quelqu'un qui a 65 ans, la maladie se déclare, bien, les régions du cerveau affectées, comme la substance noire, la région où on retrouve les neurones à dopamine en grande partie, ces régions-là, ils montrent déjà beaucoup de dégénérescence, là, un peu comme si c'était le cerveau de quelqu'un de plus de 100 ans. C'est ça, mais est-ce qu'on a un petit peu une idée de qu'est-ce qui cause ça? Parce que souvent, les gens, ils doivent vous dire, OK, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça se développe, tout ça? Je sais qu'il y a beaucoup d'hypothèses, mais est-ce qu'on sait un petit peu pourquoi ça cible les neurones dopaminergiques surtout? Puis pourquoi c'est accéléré, dans le fond? Pourquoi il y a une dégénérescence Il y a beaucoup de recherches qui se fait là-dessus. Ouais. C'est ce qu'on essaie de trouver dans mon équipe et dans plusieurs autres équipes. On essaie de comprendre pourquoi il y a certains types de cellules qui meurent et pas d'autres. Ouais. Et qu'est-ce qui déclenche? On travaille sur les deux questions. Et pour ce qui est du déclenchement de la maladie, il y a des déclencheurs quand même connus. Il y en a d'autres qui sont inconnus. Donc, on sait que si on est exposé à des pesticides utilisés dans l'agriculture industrielle, il y a beaucoup plus de chances de développer la maladie de Parkinson. Et c'est pourquoi c'est une maladie qui est reconnue comme une maladie professionnelle au Québec et en France notamment, je pense dans d'autres pays aussi, pour les agriculteurs qui sont exposés à ces molécules, des pesticides. Et ces pesticides, ce sont des poisons qui sont là pour tuer des insectes volontairement, mais on s'attaque avec ces molécules-là aux organites dans nos cellules qui produisent de l'énergie, les mitochondries. Et donc, c'est des poisons pour nous aussi. Alors, c'est pour ça qu'il y a des règles pour qu'il y ait le moins possible de traces de ces composés-là dans l'alimentation, bien entendu. Mais ceux qui sont exposés par une exposition dans leur milieu de travail, malheureusement, malgré toutes les précautions, il y en a qui sont exposés de façon trop importante. Et ça déclenche la maladie, puis on peut reproduire ça dans les modèles animaux. Si on expose des animaux à certains de ces pesticides, on peut avoir quelque chose qui ressemble beaucoup à la maladie de Parkinson qui va se développer. Les neurones à dopamine vont mourir. Puis est-ce qu'on sait pourquoi, qu'est-ce qui est contenu dans les pesticides, puis comment ça vient agir au niveau des neurones? C'est des poisons mitochondriaux. Donc mais pourquoi ça cible spécifiquement au niveau des neurones dopaminergiques? Non, ce ne serait pas spécifique aux neurones dopaminergiques, mais il semble que les neurones dopaminergiques, ce sont parmi les cellules dans notre corps qui sont les plus sensibles à ce genre de pesticides. Okay. Donc, en principe, toutes nos cellules contiennent des mitochondries, qui sont ces petits organites intracellulaires qui nous aident à produire l'énergie nécessaire au fonctionnement de toutes nos cellules. Les neurones, donc, en ont beaucoup de ces mitochondries, tous les neurones, incluant les neurones à dopamine. Mais les neurones à dopamine, ils ont une façon de fonctionner qui est un petit peu différente des autres, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup plus de connexions que les autres neurones. Donc, c'est-tu plus énergivore? C'est plus énergivore, vous avez tout à fait raison. Donc, c'est pour ça qu'il y a de très bonnes raisons de penser que n'importe quoi qui vient perturber la production d'énergie, donc les mitochondries dans les cellules, ça a plus de chances d'affecter ce genre de neurones-là qui ont une connectivité complexe. Et c'est probablement pour ça aussi que c'est pas juste les neurones à dopamine qui montrent ce genre de profil-là, d'avoir plein de connexions. Il y en a quelques autres sous-groupes dans notre système nerveux central et périphérique. Puis ça a l'air d'être ceux-là qui sont les plus affectés dans la maladie. D'autres neurones qui produisent, par exemple, un autre messager chimique qui s'appelle la norépinéphrine sont très affectés. Des neurones qui produisent... Dans la maladie de Parkinson. Oui, dans la maladie de Parkinson. Et les neurones qui produisent un autre messager qui s'appelle la sérotonine ou l'acétylcholine sont aussi affectés dans cette maladie. Puis ce sont tous des neurones comme ça qui ont beaucoup, beaucoup de connexions. Et les autres, dans le cerveau, qui ont moins de connexions, sont pratiquement pas affectés. OK. Fait qu'il y a un lien entre les deux. Il y a une vulnérabilité de base plus grande dans les neurones dopaminergiques et quelques autres petites populations. OK. Puis pourquoi ce qui est vraiment connu, c'est dans le modèle classique, vraiment dopamine, mais vous dites qu'il y a aussi noradrénaline, sérotonine, tout ça. Comment ça que c'est moins connu? C'est-tu parce qu'il y a moins... C'est-tu justement en lien avec les symptômes qui sont très évidents, là, comme les tremblements et tout, qui est plus moteur? Oui, mais on commence toujours, quand les problèmes sont complexes, on commence par aborder ce qui est le plus évident. On commence étape par étape, comme pour régler n'importe quel problème qu'on a dans notre vie de tous les jours. Ouais. Les plus aigus en premier. C'est ça. On va commencer par boucher le trou dans la toiture avant de réparer le plancher. Donc, la recherche a beaucoup porté sur les symptômes moteurs,
comment on peut traiter les symptômes moteurs. Puis, aussitôt qu'on a découvert, en fait, la dopamine dans le cerveau dans les années 60 et son rôle dans le mouvement, on a tout de suite donc une opportunité d'essayer de remplacer la dopamine perdue dans le cerveau. Et c'est ça qui a donné les premiers traitements, la lévodopa, qui est apparu comme traitement au tout début des années 60. Par ailleurs, les premiers essais cliniques de la lévodopa dans la maladie de Parkinson ont été faits à 2 endroits dans le monde, en Autriche et à Montréal. Donc, parmi les premières études ont été faites ici à Montréal, donc l'équipe d'un chercheur qui s'appelait André Barbeau, qui est décédé aujourd'hui depuis longtemps, en fait, mais c'était donc des travaux pionniers qui ont été faits là-dessus. Donc, dès les années 60, on avait donc une thérapie pour diminuer les symptômes moteurs de la maladie. Donc, c'était déjà très bien. Puis, les autres symptômes, ils étaient toujours là, mais l'attention a très peu porté sur ces autres symptômes. Puis, année après année, décennie après décennie par la suite, on est arrivé finalement à une sorte de plateau là où, on n'arrivait pas avec beaucoup de nouveaux traitements. Pour tous les autres symptômes, c'est un petit peu resté un peu, pas dans l'oubli, mais hors de portée. Puis finalement, maintenant, là, dans les années 2020, de plus en plus, on se rend compte qu'on doit comprendre les symptômes non moteurs pour comprendre l'ensemble de la maladie. Oui, c'est ça, parce que sinon, on focus juste sur une chose puis on oublie tout le reste. Donc peut-être que pour mieux traiter la maladie de Parkinson, il faudrait remplacer non seulement la dopamine qui est perdue, mais aussi la norépinéphrine, la sérotonine, l'acétylcholine, ce qui manque aussi dans le système nerveux périphérique. Puis est-ce qu'il y a des traitements qui vont à l'amont, en amont ou en aval? Oui, en amont de ça, parce que tu sais, c'est sûr qu'on peut remplacer, mais comme la L-Dopa pour les gens à la maison, c'est on veut remplacer la dopamine, mais ça marche pas pour tout le temps. Il y a un certain... Je pense qu'après quelques années, l'effet du médicament va diminuer, si je me trompe pas. Bien, ça fonctionne pas mal toujours. Ouais. C'est juste que... Il faut augmenter. C'est juste qu'il y a d'autres symptômes moteurs qui apparaissent, des fluctuations motrices, des dyskinésies qui, là, apparaissent parce que l'effet du médicament dure de moins en moins longtemps lorsqu'il est pris. C'est pour ça qu'il y a d'autres façons d'absorber ce médicament qui a été découvert dans les années 60 qui apparaissent aujourd'hui comme des pompes qui vont être connectées directement au système digestif de la personne ou bien à des petits systèmes qui vont permettre d'absorber par la peau. Des pompes pour recevoir la dopamine? Oui, ça s'appelle des systèmes de pompes duodénales. Donc, ça veut dire que ça va directement dans le duodénum, dans le système intestinal. Et le médicament est administré comme ça, au lieu de passer par la voie orale, donner des médicaments par voie orale, on passe directement par la périphérie. Puis le but, c'est d'avoir un niveau plus stable de médicaments. Constant. Plus constant. Ça ne guérit pas les autres symptômes, encore une fois, de la maladie qui sont probablement pas reliés à la dopamine. Mais ça permet au moins d'avoir une base un maintien du traitement pendant un petit peu plus longtemps. Mais c'est vrai que quand on pense à la thérapie de remplacement par la dopamine, c'est parce qu'on aide les neurones qui restent à en produire plus. Mais un jour ou l'autre, il n'y en a pratiquement plus de ces neurones qui produisent la dopamine. Exact. Donc là, on arrive à un problème. Finalement, la lévodopa, ce médicament qui sert à remplacer la dopamine, comment il va être transformé dans le cerveau pour produire la dopamine. Et il y a des théories là-dessus, mais il y a aussi d'autres médicaments quand même qu'on peut prendre, notamment ce qu'on appelle les agonistes dopaminergiques, des molécules qui remplacent carrément la dopamine. On n'est pas obligé de la produire dans le cerveau comme avec la lévodopa. OK. Ça, on en donne de plus en plus... Il y en a depuis quand même, ça fait plus de 20 ans qu'on utilise ces molécules. Puis, Mais c'est quand même vrai de dire que, disons, comme vous dites, il y a une dégénérescence. Donc, quand il n'y a plus presque de neurones dopaminergiques, mais là, même si on donne le médicament, c'est beaucoup moins efficace. Oui, c'est ça. Donc, idéalement, ça va prendre un jour une multithérapie, un peu comme pour le sida, où on a une trithérapie, on a 3 médicaments qui sont donnés en cocktail ensemble, puis ça, c'est une solution qui marche bien. C'est parce que chaque médicament individuellement n'est pas suffisant. Et ça va probablement prendre ça pour des maladies complexes, comme la maladie de Parkinson, et encore plus pour des maladies comme la schizophrénie, où il y a certainement aussi des problèmes de circuiterie complexes dans le cerveau, ou l'autisme, ou plein de maladies comme ça qui impliquent des problèmes de connexion. Il va falloir plus qu'une molécule miracle. Oui, c'est ça. Les combiner ensemble. Puis... Mais est-ce que plusieurs molécules ou plusieurs autres approches thérapeutiques. Comme par exemple des électrodes qui sont implantées dans le cerveau. Ça peut paraître science-fiction, mais ça fait quand même assez longtemps qu'on fait ça, implanter dans le cerveau des gens des électrodes, c'est-à-dire des petits fils électriques qui sont connectés à un petit stimulateur, un peu comme un pacemaker cardiaque. Oui, stimulation cérébrale profonde, ça s'appelle comme ça. Donc, c'est un peu un pacemaker, comme les gens qui ont des problèmes de cardiaque ou d'arythmie cardiaque.
On leur implante un pacemaker qui vient stimuler le cœur de façon régulière pour lui maintenir une bonne activité. Mais on peut faire la même chose avec le cerveau. On peut implanter dans le cerveau des électrodes. Là, ça va se faire en neurochirurgie. C'est une procédure quand même invasive. Il faut faire des trous dans le crâne, rentrer des électrodes. Puis les électrodes restent là en permanence? Ils restent là pour le reste de la vie. Ouais. À l'endroit où est-ce qu'on veut stimuler, fait que j'imagine on cible les neurones encore dopaminergiques? Ou... Non, on ne cible pas les neurones dopaminergiques, mais on cible un circuit dans le cerveau qui est régulé par la dopamine. Ça s'appelle le circuit des ganglions de la base. Donc, ça, c'est un circuit dans le cerveau qui est là pour fluidifier, disons, notre mouvement. Les gens qui ont la maladie de Parkinson, ils peuvent bouger. C'est juste que leur mouvement n'est pas très fluide ou ils ne sont pas capables d'initier le mouvement. Mais quelqu'un qui est figé, là, qui a la maladie de Parkinson, il n'arrive pas à franchir une porte. On peut lui donner une petite poussée dans le dos, puis là, il va commencer à marcher pour éviter de tomber, puis il va peut-être tomber aussi. Mais le système moteur est là. Vous avez peut-être déjà vu sur YouTube, il y a des beaux petits vidéos là, d'exemples intéressants, comme des personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui sont très figées. Puis là, la personne embarque sur un vélo, puis là, commence à pédaler d'une façon pratiquement normale, fluide. Donc, il fallait déclencher un peu la machinerie, la séquence de mouvement. Puis une fois qu'elle est déclenchée, ben voilà, la personne, finalement, est capable de bouger. C'est l'initiation du mouvement. L'initiation et aussi la fluidité du mouvement. C'est-à-dire, est-ce que c'est un mouvement là, saccadé ou un mouvement fluide? On étend notre bras vers une cible. Normalement, c'est quelque chose de très précis, là, où quelqu'un nous lance une balle, puis hop, on l'attrape, on met notre main exactement à la bonne place. On fait des calculs complexes, finalement, sans le savoir. Ça dépend de la fluidité du mouvement. Mais si c'est pas fluide, ça marche pas, là. Non, c'est ça. Puis ça m'amène à parler un petit peu justement de la dopamine, parce que souvent, les gens, quand on parle de dopamine, la première chose qu'ils vont penser, c'est la molécule du plaisir, ou, tu sais, dans l'addiction. Je pense que tu as fait des recherches aussi en addiction. Mais c'est quoi, justement, les différents rôles? Parce que là, on l'a vu, on en a parlé un petit peu, là, c'est en lien avec le moteur. Mais ce serait quoi, pour expliquer aux gens un peu, c'est quoi le rôle de la dopamine? Parce que c'est pas si connu que ça. Oui, c'est vrai que la dopamine a d'autres rôles. En fait, des neurones qui produisent la dopamine, on en a à plusieurs endroits dans notre cerveau. On a des neurones qui produisent de la dopamine dans la rétine, dans nos yeux. On en a dans des régions du cerveau qui sont là pour l'olfaction, pour détecter des odeurs. C'est ce qu'on appelle le bulbe olfactif dans notre cerveau. C'est pour ça qu'il y a des pertes d'odorat chez les gens en Parkinson? C'est pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais c'est vrai qu'il y a des problèmes d'odorat dans la maladie de Parkinson, par contre. Mais il y a des neurones qui produisent de la dopamine. En fait, il y en a beaucoup dans le bulbe olfactif. Et aussi, il y a d'autres régions qui contiennent des neurones avec la dopamine et qui sont impliquées dans le contrôle de la libération des hormones, par exemple, comme la prolactine. Mais un système important, un rôle important de la dopamine, c'est les circuits dans notre cerveau qui contrôlent la motivation. Donc, la motivation, c'est qu'est-ce qui nous qui contrôle notre volonté de faire des choses. Pourquoi on trouve ça intéressant de manger? Bien parce que c'est important pour nous, là, parce que si on ne mange pas, on va avoir des problèmes de survie. La reproduction aussi, donc le sexe, finalement, c'est des comportements des animaux qui sont essentiels à leur survie. Donc la dopamine, c'est une molécule de survie dans le sens qu'elle nous motive à aller chercher des choses importantes dans notre environnement. Donc, les drogues d'abus qui vont augmenter la sécrétion de dopamine dans le cerveau, ou les niveaux extracellulaires de dopamine dans notre cerveau, c'est un peu comme c'est des molécules qui agissent un peu comme des hypermotivateurs. Quelqu'un qui est sous l'influence de cocaïne, il peut avoir des idées grandioses. Là. Il pense qu'il peut faire 1000 choses, qu'il va se penser super intelligent et tout, puis ça va l'amener à faire toutes sortes d'erreurs en se surestimant. Mais c'est un état d'hypermotivation. Ouais, c'est ça. Il y a un livre intéressant qui a été publié il y a quelques années en anglais par des collègues américains, puis le titre, c'était The Molecule of More. C'est dopamine, The Molecule of More. La molécule de plus, d'en vouloir plus, finalement. Donc, c'est faire plus de... Ouais, c'est comme une molécule qui nous motive à faire des choses. Donc, ça, c'est un de ses rôles. Il y a les rôles dans le mouvement, les rôles dans la motivation et quelques autres rôles, finalement, dans d'autres systèmes dans notre cerveau. Puis dans notre système moteur, parce que là, on parlait de Parkinson, c'est quoi son rôle spécifique? C'est-tu d'initier, justement, ou c'est juste de... Oui, c'est un modulateur. On appelle ça un messager chimique modulateur. C'est un petit peu comme, je dirais, faire une analogie comme de l'huile dans notre moteur. Tu sais,
C'est pas l'huile qui donne la force au moteur, c'est les combustibles ou une voiture électrique, ça va être l'électricité. Mais on a besoin d'huile parce que sinon tout fige, hein, donc dans le moteur. Puis en tout cas pour ce qui est des moteurs conventionnels. Et la dopamine, c'est un peu comme ça. C'est une molécule qui sert à aider les autres circuits à bien fonctionner. Okay. Donc, quand on manque de dopamine dans nos circuits du mouvement, on n'est pas capable comme ça d'initier le mouvement ou de choisir, de faire le mouvement correctement. C'est pour ça que le mouvement est saccadé, qu'il y a des tremblements. Ouais. Donc, la dopamine est nécessaire pour ça. Encore une fois, pour reprendre l'exemple de la personne atteinte de la maladie de Parkinson qui est quand même capable de faire du vélo, c'est parce que les circuits du mouvement sont encore là. Mais c'est juste que la dopamine, le manque de dopamine empêche ces circuits de fonctionner normalement. Mm-hmm. Puis justement, comment toi, dans ton laboratoire, tu l'étudies? Parce que tu disais justement que dans ton labo, vous étudiez un petit peu de trouver des solutions, je pense, par rapport à la maladie de Parkinson, puis aussi comment la prévenir. Est-ce que vous étudiez aussi cet aspect-là? On étudie en fait deux questions principalement par rapport à la maladie de Parkinson. C'est pourquoi les neurones avec dopamine sont particulièrement vulnérables, pourquoi c'est ceux-là qui meurent, puis est-ce qu'on pourrait trouver des façons de les rendre moins vulnérables? Donc, si le problème de ces neurones-là, c'est que, par exemple, ils sont plus vulnérables à des molécules comme les pesticides qui vont perturber leur production d'énergie, est-ce qu'on pourrait imaginer des médicaments qui vont améliorer la production d'énergie par nos cellules? Ça, c'est le genre de choses sur lesquelles on travaille présentement. On aimerait aussi comprendre quels sont les sous-groupes de cellules dans le cerveau qui sont les plus vulnérables. Donc, dans le système des neurones à dopamine, ce n'est pas tous les neurones dopaminergiques qui dégénèrent, comme ceux impliqués dans le mouvement, oui, ceux impliqués dans la motivation, beaucoup moins. Okay. Mais qu'est-ce qu'ils ont de différent? Pourtant, ils sont localisés à des endroits très proches dans le cerveau, ces deux groupes-là de cellules dopaminergiques. Mais on ne sait pas encore tout à fait pourquoi. OK, fait que selon le rôle de la dopamine, c'est surtout ceux qui sont moteurs qui vont être atteints, mais quand ils ont un autre rôle, ils sont moins atteints. Oui. Puis une distinction sur laquelle on travaille, c'est que les neurones qui sont impliqués dans le mouvement, qui sont plus vulnérables, ceux-là, c'est clairement ceux qui ont le plus de connectivité dans le cerveau, qui vont établir plus de contact avec les autres cellules. OK. Alors ça, c'est certain que c'est un des facteurs de prédisposition à la vulnérabilité. Donc, un neurone complexe est plus à risque. Parce que les neurones qui sont très complexes, ils ont besoin de produire beaucoup d'énergie. Puis la production d'énergie dans nos cellules, c'est fait par des petites organites intracellulaires qui s'appellent les mitochondries. Puis les mitochondries, c'est un peu comme des petites usines de production d'énergie. Et ils ont besoin, pour produire l'énergie, notamment d'oxygène. Et c'est pour ça qu'on a besoin de tout le temps respirer pour fonctionner, parce que toutes nos cellules ont besoin d'oxygène. On convertit cet oxygène en énergie. Mais quand on produit de l'énergie, on libère aussi d'autres substances. C'est un peu comme un feu de foyer. On génère de la chaleur, mais on génère aussi de la fumée qui peut aussi être polluante. Puis la pollution ici, dans notre cas, c'est que les mitochondries qui produisent l'énergie produisent aussi des molécules qu'on appelle des dérivés radicalaires de l'oxygène. Donc, sont comme des toxines? C'est un peu comme des toxines pour nos cellules. C'est un peu comme la rouille qui attaque le métal. Et malheureusement, quand les mitochondries travaillent fort, ils produisent aussi ce qu'on appelle du stress oxydatif. Tout le monde a entendu parler des antioxydants. Donc, on peut consommer toutes sortes de molécules, des bleuets, des sources naturelles. Il y a des molécules comme les bleuets et d'autres qui contiennent beaucoup d'antioxydants naturels. Puis quand on ingère ces substances-là, les antioxydants, on les absorbe. Malheureusement, ils ne vont pas tellement dans notre cerveau. Là. Ils vont être absorbés en périphérie, dans nos cellules, mais ils ne vont pas vraiment dans notre cerveau. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Là. Idéalement, pour diminuer la vulnérabilité des neurones, on pourrait essayer d'améliorer les mécanismes antioxydants de nos neurones. Mais ce n'est pas si facile parce que le cerveau est protégé. Il est protégé de ce qu'il y a dans la circulation sanguine. Donc, quand on mange quelque chose avec plein d'antioxydants, malheureusement, ça ne va pas jusqu'à nos neurones. Mais ça, c'est le genre de questions sur lesquelles on travaille dans mon équipe, essayer de trouver des stratégies pour protéger les neurones comme ça qui sont sensibles. Ça, c'est une des questions. Et l'autre y a-t-il des pistes? On est en train de tester plusieurs hypothèses là, pour essayer d'améliorer la production d'énergie par les mitochondries avec toutes sortes de molécules. Puis quand on augmente cette production-là, avec qu'est-ce que vous venez de dire, est-ce qu'on cause plus de stress oxydatif? Si on faisait juste augmenter la production d'énergie, en principe, ça ne serait pas nécessairement bon.
Parce que c'est ça, les mitochondries travailleraient plus fort, donneraient plus d'énergie à nos cellules, mais là, on aurait plus de stress oxydatif. Donc, ça pourrait en fait causer une sorte de vieillissement accéléré. Puis le stress oxydatif, c'est un facteur de vieillissement. C'est le stress oxydatif qui fait qu'on a des cheveux gris. C'est une sorte, c'est l'oxydation. On sait-tu la cause de... Parce qu'on sait que c'est aussi dans les hypothèses de cause de Parkinson, par exemple, je pense, le stress oxydatif. Ouais. Comment on le prévient ou par quoi, d'où ça vient, on sait-tu plus précisément? Ça a rapport, comme je le mentionnais tout à l'heure, à la production d'énergie par les mitochondries. Ça, c'est pas la seule source, mais c'est la plus grande source de stress oxydatif dans les neurones. Mais qu'est-ce qui va faire que les mitochondries vont être plus actives ou ça, est-ce qu'on sait, comme avant? Les mitochondries, habituellement, ils vont produire juste la quantité d'énergie dont on a besoin. Pas plus, pas moins. C'est finement régulé. C'est des principes fondamentaux de fonctionnement de nos cellules. Donc, on ne peut pas facilement jouer là-dessus, mais on a quand même des hypothèses sur comment on pourrait améliorer les protéines à l'intérieur des mitochondries qui produisent l'énergie. Ça s'appelle la chaîne respiratoire. Mais est-ce qu'on ne sait pas comment prévenir le stress oxydatif? Autre que des antioxydants. Mais qui ne se rendent pas, on a dit. Oui, c'est ça. Mais il y a peut-être éventuellement des approches comme la thérapie génique. Ça, on en parle de plus en plus pour différentes maladies, c'est-à-dire qu'au lieu de donner un médicament chimique là, par voie orale qu'on va absorber, on peut aussi administrer des virus qui, eux, vont amener du matériel génétique dans nos cellules pour corriger des erreurs génétiques. Donc, dans des maladies génétiques, on en parle de plus en plus d'essayer de corriger des erreurs génétiques par des virus qui vont être intégrés dans nos cellules, qui vont venir remplacer des gènes défectueux. Mais des vecteurs comme ça, de thérapie génique, ça peut être aussi utilisé pour améliorer le fonctionnement de nos cellules de différentes façons. Donc, ça aussi, c'est des approches qui sont considérées. On pourrait administrer un virus à quelqu'un, soit directement dans le cerveau, ou alors peut-être de façon périphérique, puis ça va se rendre via le sang dans le cerveau. Puis ça pourrait éventuellement permettre de corriger toutes sortes de choses, dont la production d'énergie. Parce que quand vous dites un virus, dans le fond, c'est un segment, un brin d'ARN ou d'ADN qui va venir s'intégrer à notre génome pour pouvoir changer ce que la cellule va venir coder et donc produire. C'est ça. Puis ce qu'on voudrait, c'est que, dans le fond, on remplace ce qui est mauvais puis on va le remplacer pour que la cellule, ce qu'elle produit, soit bénéfique au lieu d'être néfaste pour le cerveau? Dans le cas de mutation, oui, on remplace une séquence défectueuse, mais dans le cas de la maladie de Parkinson, c'est pas toujours des mutations génétiques qui déclenchent la maladie. Ça, c'est un autre déclencheur. Mais sinon, on peut donc donner une thérapie génique qui va améliorer le fonctionnement de nos cellules. Par exemple, des agents neurotrophiques qui vont améliorer la survie de nos cellules d'une façon générale. OK. Fait que c'est un peu ce principe-là où on ne sait pas encore... Ça, j'imagine, c'est pas encore en train d'être utilisé? Ou pas pour la maladie de Parkinson, mais il y a plein de chercheurs qui travaillent sur cette approche-là. OK. Ouais. Puis, d'autres approches aussi sont intéressantes. Les électrodes dont j'ai parlé tout à l'heure qu'on peut insérer dans le cerveau. Présentement, dans la maladie de Parkinson, la stratégie, c'est d'insérer 2 électrodes dans le cerveau à 2 endroits critiques. Mais peut-être qu'un jour, on va insérer en même temps un faisceau de 15 électrodes différentes, puis on va comme reprogrammer notre cerveau pour améliorer son fonctionnement. Peut-être qu'on va être capable de corriger toutes sortes de problèmes de mouvement. On va avoir un petit ordinateur miniature sous la peau qui va contrôler toutes ces électrodes, qui va être déterminé par intelligence artificielle pour avoir les meilleures stimulations possibles pour contrôler notre mouvement. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est aussi exploré. Puis finalement, une autre approche, c'est de transplanter dans notre cerveau des nouvelles cellules pour remplacer celles qui sont mortes. Ça aussi, ça s'appelle donc la thérapie cellulaire. Ça aussi, ça se fait déjà, en fait. C'est pas encore un traitement là, qu'on peut obtenir dans nos cliniques ici des troubles du mouvement, mais il y a des chercheurs qui testent ces approches-là. Il y a des essais cliniques en cours pour tester si cette approche est sécuritaire. D'aller implanter des cellules souches est-ce qu'on peut les diriger à ce qu'ils se transforment justement en neurones dopaminergiques? Oui, c'est ça. C'est ça qui est testé présentement. Ça a été déjà confirmé que ça peut fonctionner dans des modèles de maladies de Parkinson, notamment dans des modèles chez les rongeurs, des souris, des rats, et même chez des primates non humains, qui est en général la dernière étape avant de passer à une étude clinique chez l'humain. Que ça a fonctionné. Oui. Donc en principe, ça pourrait fonctionner. On implante des nouvelles cellules qui produisent de la dopamine dans le cerveau. Et ça devrait aider beaucoup parce que là, c'est comme si on avait une source nouvelle et continue de dopamine qui va être disponible dans notre cerveau. Par contre, cette approche-là,
ça pourra difficilement remplacer toutes les connexions qui ont été perdues dans notre cerveau. Parce que quand les neurones dégénèrent, on perd pas juste le neurone lui-même, on perd toutes ses connexions. Puis là, c'est un peu utopique de penser qu'on va implanter des cellules qui vont pouvoir se reconnecter aux milliers d'endroits où les cellules précédentes étaient. Ça, on n'en est pas là. Mais on n'a pas de contrôle là-dessus non plus. Là. Quand ils font l'implantation, comment ça fonctionne? On l'implante à un endroit précis dans le cerveau, puis c'est ça. Ensuite, on espère qu'ils vont pouvoir trouver leur chemin aux bons endroits, parce que dans notre cerveau, les connexions précises sont importantes. C'est pas comme si les connexions pouvaient aller n'importe où. Non, c'est ça. Il faut aller juste au bon endroit. OK, mais ça l'ouvre sur beaucoup, parce que tu sais, on pourrait remplacer n'importe quel type de neurone. Fait que on dirait que ça vient me poser des questions par rapport au vieillissement, puis justement à toutes les maladies en lien avec le vieillissement. Puis, peut-être qu'un jour, on va être éternel, parce qu'on peut remplacer des parties défectueuses, comme on peut le faire pour une voiture. Puis... Oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est sûr que ça l'ouvre sur beaucoup de questions. Puis juste pour revenir un petit peu en arrière, parce qu'on a parlé 2 fois là, des stimulations profondes au niveau des électrodes. Fait que pour les patients, par exemple, ou des gens qui ont quelqu'un dans la famille qui est atteint, c'est qui sont candidats pour ça? C'est quand qu'on va aller vers la stimulation avec les électrodes? Puis à quel point ça aide les patients? Puis c'est-tu quelque chose qu'on met de manière permanente? C'est permanent, parce qu'une neurochirurgie, là, on fait un trou dans le cerveau, on implante des électrodes, on ne va pas les rentrer puis les sortir puis les replacer. Non, c'est ça. Ouais, donc c'est très invasif. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas faire de conseils cliniques et parler de comment ça se passe dans les cliniques, comment ils priorisent les patients, mais à ma connaissance, quand même, ce n'est pas la première approche. La première approche, c'est l'approche pharmacologique, puis c'est uniquement chez les personnes pour lesquelles l'approche pharmacologique ne marche pas ou ne marche plus, et la personne est en bon état de santé globalement qui permettrait de faire cette neurochirurgie, là, la personne pourrait éventuellement être candidat. Mais aussi, c'est une question d'accessibilité. Donc, c'est une technique qui nécessite de la chirurgie, donc la neurochirurgie, puis il n'y a pas des neurochirurgiens dans tous les hôpitaux du Québec. Donc, c'est pas quelque chose qu'on pourrait du jour au lendemain offrir à tout le monde. OK, c'est pas ultra accessible. Il y a la question aussi de faisabilité. Est-ce que c'est faisable d'élargir ça à toute la population? Non. C'est juste même pas faisable. Donc, ils doivent prioriser, mais je peux pas dire exactement comment ils font leur priorisation dans les cliniques principales, non, la clinique des troubles du mouvement, du CHUM, mais ils doivent prioriser, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Puis, quand on parle de cellules souches, justement, ça ouvre, justement, tu sais, est-ce que ça va être accessible? Puis, c'est le même problème, ça va être la même chose. Ça va être le même problème, c'est clair. Oui. Il faut aller en neurochirurgie, il faut faire un trou, il faut injecter des cellules dans le cerveau. C'est ça. Puis qui a le droit à les avoir accès? Tu sais, c'est aussi au niveau éthique, là. Mais je me questionne sur c'est quand le bon moment aussi pour pouvoir les... Parce que j'imagine le plus tôt qu'on le fait... Oui, le plus tôt, le mieux. Le plus tôt, le mieux. Mais c'est sûr que c'est pas très réaliste dans le système, mais recherche... On sait quand même que quand on est diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, la première fois qu'on va voir le neurologue, là, puis notre médecin, puis ensuite le neurologue, si on est confirmé, on a un diagnostic de Parkinson probable, bien, si c'est vraiment la maladie de Parkinson qu'on a, il est fort probable que déjà au moment du diagnostic, on a déjà perdu peut-être 60-70% de nos neurones qui produisent la dopamine. Il en reste juste un petit 30% peut-être. Okay. Puis ce 30%-là va diminuer année après année. Alors, c'est sûr que le meilleur moment, ça aurait été il y a 10 ans avant d'être diagnostiqué. Mais on ne le sait pas, ça, on ne peut pas le savoir. Donc, mais le diagnostic, il se fait cliniquement, seulement? Il n'y a pas encore vraiment de bons tests de laboratoire. On peut prendre un petit dosage un petit échantillon de sang ou d'urine de quelqu'un puis dire, ah, ben lui ou elle, c'est clairement un Parkinson, l'autre non. Puis ça s'en vient-tu? Parce que si on... Il y a des progrès. Là, on cherche des biomarqueurs, donc des façons qui nous permettent de prédire qu'une personne va éventuellement développer la maladie. Puis, il y a des biomarqueurs qui ont été testés récemment qui permettent d'aller détecter dans le sang et dans le liquide céphalorachidien, en fait, ce qui a été publié en premier. Et là, c'est des marqueurs qui sont on appelle ça des protéines agrégées. Ça veut dire des amas de protéines. Nos cellules sont formées de plein de milliers de protéines différentes. Mais il y a certaines protéines dans nos neurones, et en particulier dans les neurones à dopamine, qui ont tendance à former des agrégats, donc des amas. Qui sont clairement problématiques pour nos cellules. Et un peu comme une artère bouchée, là. Oui, c'est ça, même un petit caillot de... Un peu comme un caillot de sang, c'est ça. Donc, il y a des protéines comme ça qui ont tendance à s'agréger, puis il y a des tests maintenant qui permettent de quantifier la quantité de protéines agrégées qu'on peut avoir dans notre liquide céphalorachidien ou bientôt dans le sang.
Et ça, sur des grandes cohortes de patients, ils ont pu valider que ceux atteints de la maladie de Parkinson en ont beaucoup plus, comparé à des sujets qui n'avaient pas la maladie de Parkinson. Donc, on sait qu'avec ce genre de test-là, on est capable de valider que quelqu'un a bien la maladie de Parkinson. Mais ça ne nous dit pas que si on l'avait testé 10 ans avant, cette personne-là, qu'on aurait pu détecter ça. Ça, on ne peut pas le dire pour le moment. C'est ça, on n'a pas encore les tests qu'il faut pour savoir si on va le développer. Parce que ce que je vois avec la recherche, c'est qu'on voudrait traiter le plus tôt, mais on ne peut pas le détecter avant qu'il y ait au moins 60% quasiment. C'est ça, 60-70%. Mais si on pouvait stopper le processus, ce serait déjà pas mal, parce que quelqu'un qui est diagnostiqué avec la maladie, puis disons qu'il a perdu 70% de son système de dopamine, si on pouvait l'arrêter là et rester avec 30% pour le reste de la vie de la personne, on peut quand même assez bien fonctionner avec la médication dont on parlait tout à l'heure, la thérapie de remplacement par la levodopa. Ça va quand même assez bien. Donc, la personne qui prend ces médicaments-là au début, après le diagnostic, est très contente en général de retrouver plein de fonctions qu'elle avait perdues, puis on appelle ça la lune de miel. Ouais. Donc, ces symptômes-là moteurs, eux, sont quand même bien contrôlés par cette médication. Donc, si on pouvait augmenter la fenêtre un peu d'espoir là, de maintenir ce système-là pour un autre 20-30 ans, écoute, si on a 65 ans, puis on a un autre 20, 25, 30 ans de bonne santé, c'est quand même pas mal. On arrive à l'espérance de vie moyenne, de toute façon. Mais comment, justement, parlons de l'évolution du Parkinson, disons quelqu'un qui se fait diagnostiquer a déjà 70% de ses neurones qui sont perdus. Souvent, c'est le moment qu'on va débuter la levodopa, puis ils vont retrouver un petit peu leur fonction. Mais après, c'est quoi l'évolution typique? Les gens, ils vont mourir plus jeunes, puis ça va être comment? Est-ce que c'est beaucoup la rigidité qui va faire qu'il va y avoir une rigidité globale? J'ai rarement vu, puis on dirait, je me pose la question de comment ces gens-là ont tendance à mourir ou comment ça se passe. C'est vrai qu'on ne meurt pas vraiment de la maladie de Parkinson. Souvent, c'est des causes secondaires. Bien souvent, les personnes vont développer, par exemple, des pneumonies à répétition. Puis éventuellement, ça va dégénérer parce qu'ils sont en état de santé moyenne, puis précaire, c'est ça. Puis là, ils vont avoir des pneumonies parce que quand on est figé dans notre corps, la respiration, tout ça, ça va pas. La déglutition aussi, il y a beaucoup de sécrétions qui descendent vers les poumons et ça favorise les infections. Alors, souvent, ça va être quelque chose comme ça qui va arriver. Évidemment, il y a aussi des chutes. Il y a beaucoup de chutes. Les gens vont se faire des fractures. Puis ça aussi, quand on est âgé, une fracture, une mauvaise chute, c'est souvent le déclenchement d'une spirale de perte d'autonomie, puis ensuite, l'espérance de vie est affectée. Ça fait beaucoup de choses, mais vous, dans ce que vous faites plus spécifiquement, là, dans votre laboratoire, qu'est-ce qui vous motive ou qu'est-ce que vous voyez pour le futur qui s'en vient, qui vous motive à dédier votre vie à cette maladie-là? J'ai quand même l'impression qu'on progresse. Il y a beaucoup d'améliorations dans nos connaissances sur la maladie de Parkinson présentement, si je compare à il y a 20 ans. Et donc, moi, je pense qu'on s'en va quand même vers des nouvelles thérapies dans les prochaines années. Okay. Je dirais, c'est difficile de faire une promesse sur exactement quand, mais ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans ou dans 15 ans, mais on s'en va vers là, il y a de l'espoir. On s'en va vers des nouvelles approches, dont celle dont on a parlé tout à l'heure, et je pense que la qualité de vie des personnes atteintes va s'améliorer. Okay. Pour comprendre aussi les déclencheurs de la maladie, il y a aussi des progrès intéressants. On a parlé des pesticides tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup de travaux intéressants en génétique. Donc, il y a des sous-groupes de personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui sont porteurs de mutations qu'on peut mesurer, qu'on peut détecter dans le génome par des tests génétiques. Et c'est l'étude de ces cas génétiques-là nous aide aussi à mieux comprendre l'origine de la maladie. À titre d'exemple, depuis quelques années, moi, j'étais impliqué dans un regroupement de chercheurs, donc un projet collaboratif où on teste l'idée qu'en fait, ces mutations génétiques-là, ils ont des effets communs sur le système immunitaire. Et c'est comme si, lorsqu'on est porteur de ces mutations-là, notre système immunitaire devient comme hyper réactif. Ça nous mène à une situation, en fait, qui ressemble un peu à ce qu'on retrouve dans les maladies auto-immunes. C'est ça, j'allais dire. Comme si le système nerveux, notre système immunitaire vient attaquer notre corps, attaquer, en fait, notre système nerveux. Et on teste présentement plusieurs mécanismes qui pourraient, en fait, être expliqués là, par ces mutations, qui vont mener à cette situation où là, quelqu'un qui est exposé à des pathogènes de l'environnement, on a une infection virale ou bactérienne, va avoir une réaction plus forte. Puis là, oui, on a un effet périphérique de l'infection, comme disons la COVID, c'était les poumons qui étaient beaucoup affectés.
Mais on a entendu parler aussi de la COVID longue. Hein, donc, les gens qui sont affectés après une infection pulmonaire peuvent aussi avoir des symptômes neurologiques. Donc, le cerveau est affecté. Les virus, ils n'affectent pas que les organes périphériques parce que ça crée de l'inflammation. Et l'inflammation va affecter aussi le cerveau. Mais si notre corps réagit de façon démesurée à une situation comme ça d'infection, là, l'inflammation va être beaucoup plus forte. Puis peut-être que là, on arrive à une situation là, où il va y avoir une hyperactivation du système immunitaire, surtout si on est porteur de ces mutations, donc dans les formes familiales de la maladie. Et donc ça, c'est un des axes de recherche sur lesquels on travaille présentement avec plusieurs autres collaborateurs. Et si ça porte fruit, en fait, il y aurait peut-être d'autres stratégies pour stopper la maladie. Ce seraient des modulateurs du système immunitaire. Il y a déjà plein de médicaments qui existent pour traiter des maladies du système immunitaire. Donc ça donnerait espoir de peut-être utiliser des médicaments qui existent déjà pour traiter la progression peut-être ou stopper la progression de la maladie de Parkinson. Mais ça, on pourrait le savoir plus tôt, dans le sens où si les gens sont porteurs, on sait que leur système immunitaire répond plus vivement. Donc, ils ont plus tendance de faire l'inflammation partout, mais entre autres au cerveau. Puis, Est-ce que vous avez étudié justement l'inflammation dans le cerveau? Est-ce que ça crée justement une dégénérescence plus rapide ou un vieillissement plus accéléré? On pense que c'est quelque chose comme ça, oui. Okay. L'inflammation en tant que telle, ça ne semble pas tuer des cellules directement dans le cerveau, parce que sinon, on aurait tous déjà perdu beaucoup de cellules. Mais ça pourrait être un facteur quand même qui accélère un peu le vieillissement des cellules. Donc, ça fait partie du genre de questions sur lesquelles on travaille dans nos projets actuellement dans le labo. Qu'est-ce que ça fait, ces messagers inflammatoires, sur les neurones à dopamine, puis les autres cellules avec lesquelles les neurones à dopamine interagissent, comme les autres cellules du cerveau qu'on appelle les cellules gliales, qui est une autre population qu'on étudie. On essaie de comprendre finalement c'est quoi l'interaction entre les neurones, les cellules gliales et les cellules du système immunitaire qui pourrait expliquer pourquoi les neurones dopaminergiques seraient éventuellement atteints puis dégénéreraient dans la maladie. Puis est-ce que ça se mesure dans le cerveau, l'inflammation? On n'a pas vraiment... Pas facilement. Il y a des traceurs qu'on utilise en imagerie cérébrale, comme l'imagerie TEP. C'est une sorte d'imagerie qu'on peut faire dans les hôpitaux universitaires notamment. Et on peut aller mesurer certains marqueurs d'inflammation avec ce genre d'approche. Donc, c'est pas des mesures ultra précises, mais ça peut donner une idée. Donc, ça, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Nous, on ne travaille pas avec du matériel humain comme ça. Moi, je ne travaille pas avec des patients. Donc, je travaille avec des modèles animaux parce qu'on s'intéresse à des questions beaucoup plus au niveau des mécanismes de la maladie. Puis, malheureusement, je ne peux pas faire ça. Il n'y a pas beaucoup d'humains qui sont prêts à donner des cellules de leur cerveau, de leur vivant. Ou heureusement. Oui. Fait que vous travaillez surtout avec les souris. C'est ça, des modèles de souris dans lesquels on va introduire des modifications génétiques qui ressemblent à ce qu'on trouve chez l'humain, chez ceux qui sont porteurs de mutations associées à la maladie de Parkinson. Surtout les formes précoces de la maladie de Parkinson. Donc, il y a des mutations qui vont donner la maladie de Parkinson à des gens qui ont dans la trentaine. Hein. Donc, OK, c'est ça. Comme l'acteur Michael J. Fox, par exemple, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui, lui, est un de ces cas, de quelqu'un qui a développé la maladie dans sa trentaine. Puis, clairement, lui, c'est un porteur d'une de ces mutations-là. Ouais. Fait que ça nous a aidé à détecter. C'est pour ça que lui a créé une fondation pour financer la recherche sur la maladie de Parkinson, d'ailleurs. Puis... ça a permis de beaucoup comprendre tous ces projets-là, de comprendre certains déclencheurs potentiels de la maladie qui seraient donc des mutations qui pourraient amener à des problèmes de fonctionnement de nos neurones, mais peut-être aussi donc du système immunitaire. OK. Oui, c'est ça. Fait que le lien entre le système immunitaire puis nos neurones puis les maladies neurodégénératives qui est en recherche, mais on n'a pas encore de réponse claire sur c'est quoi le lien, c'est ça? Bien, disons, le mécanisme, c'est que peut-être que les cellules du système immunitaire peuvent attaquer nos neurones. C'est ça que font les cellules du système immunitaire. Ils sont là pour nous défendre contre des pathogènes. Donc, si on est infecté, on absorbe un virus par notre système respiratoire. Donc, notre enfant va à l'école, puis il ramène un virus à la maison, on l'attrape. C'est facile. Le virus, il rentre dans notre corps, puis il vient prendre le contrôle de nos cellules. Puis, ça génère de l'inflammation. Puis, le système immunitaire, lui, il est là pour attaquer ces cellules-là qui ont été infectées. Alors, il va reconnaître des signaux qui sont produits par des bactéries ou des virus. Puis là, il va mener une attaque pour venir éliminer ces cellules. Donc, c'est ça son but. Alors, si c'est des cellules infectées, on veut les éliminer parce qu'il va en avoir d'autres qui vont ensuite prendre la place. Mais dans notre cerveau, par contre, si les cellules sont attaquées, là, c'est problématique parce qu'on ne peut pas les remplacer. Ça, c'est important de le comprendre. Hein, on a une coupure sur notre peau, ça va se réparer tout seul, magiquement. Mais après, dans le cerveau, ça... Dans le cerveau, non. Si on a une lésion, on perd des cellules, un accident vasculaire cérébral, n'importe quoi, on perd des cellules, ils ne reviendront pas.
malheureusement. C'est ça. À part si on en transplante des nouvelles, comme on en parlait tout à l'heure. Peut-être qu'un jour, on pourra faire ça. Un peu un combo de tout ça. Puis, est-ce qu'il y a un lien, ça m'a amené aussi, tu sais, dans les hypothèses que je lisais par rapport à ça, qu'il y avait un lien avec intestin, cerveau aussi, ou microbiote. Je ne sais pas si ça, il y avait, tu avais un petit peu d'informations là-dessus, ou si c'est en dernier où les études ou tout ça, parce que, comme on a parlé au début, il y en a beaucoup de ceux qui ont le Parkinson qui ont beaucoup de constipation. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien? Mais aussi, des fois, je trouve que c'est dur de savoir la poule ou l'œuf, là, qu'est-ce qui vient avant, puis le cause à effet. Mais y a-t-il un lien aussi? C'est vrai, ce que les gens qui ont la maladie de Parkinson ont souvent des problèmes de transit intestinal qui ralentit. Puis souvent, c'était des symptômes que les gens avaient vu apparaître souvent des années avant le diagnostic. Mais bon, si on a de la constipation, on va nécessairement développer la maladie de Parkinson. Donc, c'est pas un prédicteur si fort fiable, que ça. C'est pas fiable. Mais en rétrospective, quand quelqu'un est diagnostiqué la maladie de Parkinson, il y a plus souvent des chances de voir que, ah oui, c'était quelqu'un qui avait des problèmes de constipation sévères pendant de nombreuses années avant. Ah, OK, là, on voit un lien s'établir, puis effectivement, c'est clair que les gens qui ont été de la maladie de Parkinson, ils ont des problèmes à ce niveau-là. Donc, c'est le fonctionnement du tractus intestinal qui n'est pas normal. Puis ça, il y a deux causes possibles. C'est soit que les cellules intestinales elles-mêmes ne fonctionnent pas bien, sinon c'est le système nerveux qui contrôle le mouvement des intestins. On appelle ça le péristaltisme intestinal. Ça, c'est quelque chose qui est contrôlé par notre système nerveux, c'est-à-dire des fluctuations de la musculature pour faire avancer les aliments. Puis si tout fonctionne bien, bien, tout se produit automatiquement. Mais si ça ne fonctionne pas bien, là, ça peut causer des problèmes évidemment importants. Alors, ça, c'est associé avec la maladie. Est-ce que c'est ça qui cause la maladie? Pas nécessairement. Mais c'est un signe. C'est comme les cellules à dopamine qui meurent. Pourquoi elles meurent? Bien, c'est probablement parce que ce sont des neurones qui sont très vulnérables. Moi, je pense que les neurones qui contrôlent le système nerveux, qui contrôlent le péristaltisme intestinal et l'innervation du cœur aussi, c'est probablement aussi des neurones très vulnérables. Donc, ils vont mourir, puis là, on va perdre la fonction. Alors, c'est pas parce qu'il y avait des problèmes de microbiote. Mais quand même, pour revenir aux infections de tout à l'heure, quand on a une infection, on perturbe aussi le microbiote. Donc, toute notre faune bactérienne est affectée. Puis ensuite, si on prend des antibiotiques aussi, évidemment, on bousille complètement notre microbiote pendant un certain moment. Puis on ne sait pas l'impact que ça a. On ne sait pas encore l'impact que ça peut avoir dans le déclenchement de la maladie, mais il y a des gens qui étudient ça, la possibilité que des perturbations dans la faune bactérienne pourraient être aussi un facteur de vulnérabilité. Ça veut dire que si nos bactéries ne produisent pas les bonnes molécules, bien, ça peut affecter de façon indirecte le fonctionnement de notre cerveau. Parce qu'il y a quand même toutes sortes de choses qui sont produites par les bactéries en périphérie, comme ça, qui vont se rendre dans la circulation, qui vont se rendre dans le cerveau aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein de recherches qui se fait là-dessus, donc le lien entre intestin et cerveau. Puis un autre lien aussi, c'est que entre les intestins et le cerveau, il y a aussi plusieurs connexions nerveuses, on en a parlé, mais il y a une connexion nerveuse en particulier qui s'appelle le nerf vague, qui est un gros faisceau de connexion entre le cerveau puis la périphérie. Puis le long du nerf vague, il pourrait aussi, c'est une hypothèse, y avoir un transport de matériel finalement de la périphérie vers le cerveau, dont les protéines, les agrégats dont j'ai parlé tantôt, les amas de protéines qui sont anormaux, là, ça se pourrait que ça puisse transiter de la périphérie et aller vers le cerveau. C'est une hypothèse qui est évaluée par certaines personnes. Fait que de ce que je comprends, c'est ça des hypothèses, comme on dit. On sait pas encore, on n'est encore pas clair sur c'est quoi qui vient en premier, pourquoi il y a cette dégénérescence de ces neurones-là. Puis on est dans l'étude de qu'est-ce qui se passe, mais on n'a pas encore mis les morceaux de qu'est-ce qui vient en premier puis qui va déclencher la maladie. Non, c'est ça. Il y a plein de très bonnes hypothèses, par contre. C'est ça qui est quand même rassurant. C'est pas comme si on cherchait une aiguille dans une botte de foin. Il y a quand même beaucoup d'hypothèses plausibles que plein de gens sont en train de documenter présentement. C'est pour ça que moi, j'ai quand même un bon espoir qu'on avance dans la bonne direction. Et donc, peut-être que dans quelques années, plusieurs de ces hypothèses-là auront été testées à fond, puis on aura une meilleure idée sur comment aborder le problème. Mais il reste que c'est prioritaire de traiter le plus tôt possible, puis ça, c'est un autre domaine, là, l'identification de biomarqueurs prédictifs qui vont permettre de savoir à l'avance quelqu'un qui pourrait développer la maladie. C'est ça, exactement. Fait que les deux sont autant importants l'un que l'autre, dans le fond. Il y a une population de patients vraiment intéressants là, qui nous permettent d'entrevoir qu'on serait peut-être capable de détecter des choses à l'avance. C'est les gens qui sont atteints d'un trouble de sommeil paradoxal. Et ça, c'est des gens qui, durant leur sommeil,
tu sais, dans les phases où on rêve. Ils bougent. Ça s'appelle le sommeil à ondes lentes. Là, eux, ils bougent. Ils se désinhibent complètement. Ça veut dire qu'au lieu... Non, on est figé. Là. Si on est on est comme paralysé. Alors, si on rêve qu'on est en train de courir, nos jambes ne vont pas bouger. Mais eux, oui. Alors, il y a des gens comme ça qui ont un trouble de sommeil paradoxal, puis c'est très sévère. Là. C'est pas juste un petit mouvement. Il y a des gens, des fois, qui ont un petit peu de somnambulisme ou quelque chose de léger, mais ça ne les dérange pas trop. Là. C'est occasionnel. Mais il y a des gens qui c'est vraiment très dérangeant. Ces gens-là se rendent dans la clinique, puis éventuellement, ceux qui sont diagnostiqués avec cette maladie, un trouble de sommeil paradoxal, ils vont développer la maladie de Parkinson. 75 à 80 des gens, si je me souviens bien de ces cohortes-là, vont développer la maladie de Parkinson dans les 10 à 15 ans plus tard. OK, fait que là, ça, c'est... Si on suit ces gens-là, on va peut-être être capable de voir dans leur sang des marqueurs, par exemple, qui vont permettre de voir l'évolution, voir la maladie arriver. Précocement. Oui. Donc, il y a plein de recherches qui se fait sur ces cohortes de patients-là. Ici, à Montréal, c'est un des endroits dans le monde, en fait, où il y a les plus grandes cohortes de ces patients-là qui ont été suivis depuis longtemps. Et c'est fait notamment dans une clinique des troubles du sommeil qui est au centre de recherche de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Puis il y a des chercheurs de l'Université de Montréal, mais aussi d'autres de McGill qui sont impliqués dans le suivi de ces patients-là, puis qui travaillent ensemble pour essayer de découvrir finalement qu'est-ce qui pourrait prédire l'apparition de la maladie. OK. Puis le lien avec le fait que ça soit qu'il n'y ait pas la paralysie pendant le sommeil, y a-t-il un lien avec la dopamine? Il y a un lien avec d'autres neurotransmetteurs dont on parlait tout à l'heure, comme la norépinéphrine notamment. Okay. Et peut-être que ça, c'est un indice justement que quand le sommeil est affecté, là, c'est parce qu'il y a d'autres circuits dans le cerveau qui sont affectés. Et ça, c'est peut-être quelque chose aussi qu'on pourrait corriger éventuellement par d'autres types de médicaments. OK. Mais pas la lévodopa parce que non, c'est ça. Ça remplace juste la dopamine. Puis clairement, ça, c'est pas suffisant pour traiter les autres symptômes, les symptômes périphériques, les problèmes de sommeil, la perte d'olfaction, la perte d'équilibre même. C'est pas affecté malheureusement par la thérapie par la dopamine. Puis la majorité des gens qui ont le Parkinson, est-ce qu'ils ont justement la perte de la paralysie pendant le sommeil profond? Ou non, pas nécessairement? Non, c'est ça. Le sous-groupe des gens qui ont ces troubles de sommeil paradoxal vont développer la maladie de Parkinson, mais pas l'inverse. Donc, c'est pas tous les Parkinsoniens qui ont déjà eu un trouble de sommeil paradoxal. Okay. Mais quand même, beaucoup de gens qui sont atteints de la maladie de Parkinson ont des troubles de sommeil. Il y avait des troubles de sommeil même un petit peu avant la maladie. Okay. Est-ce que il y avait autre chose que vous vouliez, qu'on n'a pas parlé, que vous voudriez qu'on parle un petit peu là, dans tout le... Je dirais peut-être juste revenir sur un point que tu as mentionné au début, sur donc, ce que les gens pensent que la dopamine fait dans le cerveau. Tu mentionnais qu'on l'associait souvent au plaisir, mais ça, c'est un peu une sorte de légende urbaine. Oui, c'est ça. C'est pas ça le rôle de la dopamine. La dopamine ne donne pas du plaisir. C'est pas ça que ça fait. Donc, quand on fait plein de tâches différentes, la dopamine va être sécrétée dans notre cerveau dans toutes sortes de circonstances, mais c'est pas associé au plaisir en tant que tel. Mais c'est quoi qui... Parce que disons, là, quand on va... tout ce qui donne l'addiction que les gens font parce que ça leur donne un genre de high, ça serait associé à quelle molécule? Oui, c'est vrai que les molécules qui mènent à la toxicomanie, par exemple la cocaïne, les opiacés, les opioïdes, ce sont tous des molécules qui vont augmenter les niveaux de dopamine dans le cerveau. Donc, en faisant ça, ça va affecter le système de motivation dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est ça. Donc, on est dans un état d'hyper-motivation. Mais c'est pas la même chose que du plaisir, ça. C'est pas la même chose. Donc, si on mange quelque chose de très bon, on a un plaisir gustatif. Ou dans le sexe, par exemple, il y a du plaisir physique. Ça, c'est du plaisir. Mais qu'est-ce qui est de consommer de la cocaïne, c'est pas du plaisir. C'est pas la même chose. Mais disons, les gens qui sont addicts à leur téléphone même, est-ce que ça, il y a un lien avec la dopamine? Oui. OK. Oui. Mais ça ne veut pas dire que ça fait du plaisir. C'est ça que vous voulez dire? Non, c'est ça. Okay. La dopamine, c'est associé, c'est associé comme au renforcement de certains comportements. Donc, si moi, je vois une source de nourriture, là, puis je suis affamé, là, je vais faire tout ce que je peux pour aller se trouver la nourriture. Donc, ma dopamine m'aide à m'orienter vers la ressource, la trouver. Elle va motiver tous mes systèmes pour aller la chercher. Donc, ça, c'est un rôle de la dopamine. Puis, qu'est-ce qui fait qu'on devient addict? Puis ensuite, quand on pense, disons, au téléphone, une notification, un petit bip sur un téléphone, ça, c'est addictif parce que finalement, c'est un prédicteur de quelque chose, d'un message qui pourrait être important.
Alors que finalement, on sait que 99% de ces alertes sont complètement futiles. Ouais. Mais toutes les applications des médias sociaux et autres qui utilisent des notifications, eux, leur but, c'est pas de vous donner des renseignements utiles, c'est que vous regardiez souvent votre écran pour être exposé à des publicités. C'est tout. Oui. Et c'est ça que ça fait, ces notifications-là. Ouais. C'est addictif, puis ça donne à notre cerveau l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait être important. Nourriture, partenaire de reproduction, toutes des choses qui devraient être importantes. Peut-être que des fois, on va recevoir un message, un courriel, un texto de quelque chose qui est vraiment important. Ça arrive, là, des fois. Oui. Comme moi, pour me chercheur, je reçois une alerte, là, j'ai eu une subvention pour financer mes projets. Là, je vais être très content. Là, ouais. je vais associer là, la notification avec la bonne nouvelle. Mais c'est rare, ça, alors que 99 ou plus des messages, finalement, c'est des choses qui ne sont pas si importantes. Je pourrais regarder 1 heure ou 2 heures ou 2 jours plus tard, puis ça ne serait pas plus grave. Il n'y avait rien de très important dans ce message. Mais moi, d'ailleurs, j'ai aucune notification sur mon téléphone. Jamais. Jamais. Ça ne sert à rien, ça nous fait perdre du temps et je recommande à tout le monde d'aller fermer s'ils le peuvent. À part s'ils sont, je sais pas, un médecin qui est sur appel et qui a besoin d'une notification, une pagette ou un autre le téléphone qui les alerte de quelque chose d'important ou quelqu'un qui attend un message de sa conjointe qui est sur le point d'accoucher. Oui, là, tu as besoin d'une notification, mais la plupart d'entre nous, on n'en a pas besoin. C'est vraiment une perte d'énergie. C'est une façon de, comment dire en anglais, de hijacker, de prendre le contrôle d'un système physiologique de façon artificielle. Donc, c'est ça que ça fait des notifications. Ça vient prendre contrôle de notre système de motivation. Fait que ça prend de notre énergie et de notre attention. Ben oui, c'est sûr que ça distrait de ce qui est important pour nous. Là. Donc, c'est ça. Vous avez sûrement déjà vu, comme moi, plein de gens qui sont assis dans leur voiture puis qui consultent leur téléphone. Oui. Et c'est compulsif, on appelle ça... compulsif, ça veut dire qu'une compulsion, on se sent obligé de. On est devenu maintenant un instrument de notre téléphone. On ne peut pas s'empêcher de le regarder. Aussitôt qu'il y a une petite pause, je vois ça tous les jours. Moi, je me déplace surtout en vélo, puis je vois le long d'un feu de circulation des automobilistes, là, ils arrêtent au feu, puis instantanément, aussitôt qu'ils prennent leur téléphone, ils ne peuvent pas s'empêcher. Je ne peux pas m'imaginer qu'ils regardent quelque chose de super important. Tu sais, c'est comme, je pense qu'ils sont pris dans cette boucle-là d'utilisation compulsive de leur téléphone. Puis, mais ça, il y a un lien avec la dopamine, effectivement, parce que ces signaux-là qui proviennent de nos notifications active fort certainement. On ne peut pas le mesurer avec toute certitude chez l'humain là, dans ce contexte-là, parce qu'on ne peut pas aller mesurer la dopamine dans le cerveau facilement, mais dans les modèles animaux, quand il y a une petite lumière qui s'allume, un son qui prédit une récompense, là, la nourriture, des choses comme ça, ben, l'animal montre une grosse augmentation de dopamine. C'est pour ça parce qu'on appelle ça le système de récompense. C'est-tu pour ça qu'on l'associe justement au plaisir? Oui, c'est ça. Je pense que c'est un peu venu comme ça. C'est donc un système qui nous aide à obtenir des récompenses. Donc, c'est pas tout à fait le plaisir, par contre. C'est ça. Ouais, au final, c'est peut-être que ça nous nuit plus que ça nous donne du plaisir. Ben, c'est pas que ça nous nuit, c'est absolument essentiel. Mais dans le sens, je parle de l'addiction, là. Comme les téléphones, tout ça, quand on tombe dans la boucle, là, quand on est rendu dans la compensation, là, ça nous quand c'est nuit compulsif, ça veut dire qu'on peut pas s'empêcher. Comme quelqu'un qui est un toxicomane, puis il aimerait ça, là, arrêter de prendre de la drogue, puis de mener sa vie vers la déchéance. Il aimerait ça, là, mais il ne peut pas s'empêcher. Alors, il tombe dans ce cercle de compulsion, puis c'est difficile de s'en sortir. Ouais. C'est pas aussi dramatique pour le téléphone, heureusement, mais quand même, on a vu beaucoup d'exemples cet été de conducteurs de camions qui ont causé des accidents par manque d'attention. Puis dans beaucoup de cas, on ne peut pas le savoir dans tous les cas avec certitude, mais dans certains cas, il y a eu des exemples comme ça de clairement, il y avait quelqu'un qui était au téléphone. Là. Puis un manque d'attention cause un accident, il y a des gens qui meurent. Et là, on voit des exemples plus concrets de problèmes comme ça associés à l'utilisation compulsive d'un système qui vient activer notre système dopaminergique. Donc, juste pour revenir à ce que tu disais au début, dans le fond, vous avez fait vos études au début en lien avec les connexions. Vous avez resté avec ça, mais là, c'est plus la dopamine. Mais au début, vous parlez justement du lien avec la mémoire puis les différentes connexions neuronales. Est-ce que vous pourriez juste nous parler un petit peu de ça? Oui, dans la mémoire, en fait, quand on apprend quelque chose, donc justement, on va assister à un cours. Oui. À votre cours, par exemple. Oui, c'est ça. Puis là, peut-être que... on va retenir certaines informations jusqu'à l'examen, puis les autres, on va les oublier, ou bien certaines informations, des fois, qui restent le reste de notre vie.
Donc, moi, comme je mentionnais tout à l'heure, il y avait un professeur au cégep, un cours de psycho qui m'avait motivé, qui m'avait beaucoup stimulé. Bien, il y a certaines choses que je me rappelle encore. Et ça, c'est parce qu'il y a eu un lien qui s'est fait là, entre mon attention puis de l'information. Puis je l'ai retenu parce que ça pouvait être utile pour moi plus tard. Tu sais. Donc, l'information qu'on encode dans notre cerveau, c'est des connexions. C'est un peu comme dans un ordinateur. Tu sais, l'information est maintenue en mémoire comme une série de chiffres. Mais dans notre cerveau, l'information est stockée par les connexions entre les neurones. Donc, le neurone A parle au neurone B. Ben, si, par exemple, je lève mon bras, ben, il y a une série de neurones qui ont été activés, qui ont permis le mouvement du bras. Et si je fais un entraînement pour apprendre à faire quelque chose de compliqué, je sais pas moi, tricoter, puis j'ai jamais tricoté de ma vie, ben, je vais apprendre à le faire. Puis là, je vais améliorer graduellement parce que les connexions entre mes neurones vont s'optimiser pour permettre cet apprentissage moteur. Il y a d'autres apprentissages comme la pédaler sur un vélo. On apprend ça quand on est jeune. Puis après ça, on peut faire aucun vélo pendant 20 ans. Puis on remonte son vélo, puis on va s'en souvenir tout de suite. Donc, c'est une trace qui est restée dans les connexions dans notre cerveau le reste de notre vie. Puis ces traces-là, finalement, c'est des connexions entre les neurones qui sont devenues plus fortes ou plus faibles. On ne peut pas non plus stocker éternellement de plus en plus de messages dans notre cerveau, augmenter la force des connexions de façon sans fin. Notre cerveau a une capacité de stockage maximale aussi, comme un ordinateur. Mais heureusement, on ne retient pas toute l'information à laquelle on est exposé. Donc moi, si je vais dans la rue, là, puis je vois plein de gens, quelques minutes plus tard, j'ai complètement oublié la plupart des choses que j'ai vues parce que c'était aucune importance pour moi. Donc je ne vais pas stocker tout. Il y a des choses qu'on stocke de façon momentanée, quelques secondes, quelques minutes, puis il y en a d'autres qui vont rester à plus long terme. Donc, les choses à plus long terme, clairement, c'est des choses qui ont modifié la force des contacts entre les cellules. La cellule A parle à la cellule B. Donc, le contact entre les deux, en fait, c'est la quantité de neurotransmetteurs qui est libérée ou la quantité de récepteurs qui détectent ce neurotransmetteur. Ça, c'est des paramètres qui peuvent changer. Donc, c'est le genre de choses que ça, j'ai étudié ça beaucoup au début de ma carrière, mais même maintenant, dans le système à dopamine, c'est quand même le genre de question qui est importante. Nous, on essaie de comprendre qu'est-ce qui contrôle la quantité de ces connexions que les neurones à dopamine font. Alors, quand on veut comprendre qu'est-ce qui se passe dans la maladie de Parkinson, c'est un peu la même chose. On sait qu'on perd des neurones. Ceux qui restent vont essayer de compenser en faisant plus de connexions. Alors, on étudie encore, finalement, les changements dans les connexions. C'est plus tout à fait dans le contexte de la mémoire, mais c'est quand même un concept qui est relié. Donc, quand on oublie, dans le fond, c'est qu'il y aurait une perte de connexion. Oui, ou des connexions qui deviennent moins fortes. Et des fois, c'est ça, c'est plus dur d'aller chercher l'information. Ce serait des connexions plus faibles. Il reste des connexions plus faibles. Puis, on a des systèmes dans notre cerveau qui nous permettent de réactiver des vieilles connexions. Des fois, ça prend un déclencheur. Donc, on sent une odeur. Puis là, ça me rappelle ma grand-mère qui faisait des gâteaux à la vanille. Puis... C'est ça que ça va comme aller chercher des informations de plusieurs endroits dans le cerveau qui étaient déjà là, mais comme un petit peu sous la conscience. Puis on réussit à les réactiver parce qu'on est allé chercher un élément déclencheur d'un réseau de neurones. Ouais, ça s'étudie comme concrètement? Ça s'étudie, mais pas l'odeur de la vanille du gâteau. Non, mais... mais dans les modèles animaux, on peut étudier ça, oui. Les connexions qui en lien avec la mémoire, puis on peut les visualiser. Oui, on peut les visualiser, en fait, par des approches optiques, donc la microscopie, mais aussi par des approches qu'on appelle électrophysiologiques. Ça veut dire aller mesurer des signaux électriques qui sont générés par les cellules. Parce que notre cerveau est câblé un peu comme un système électrique. Donc, il y a de l'activité électrique qui circule, puis ça, il y a toutes sortes d'approches qui permettent d'aller mesurer ces connexions avec des systèmes électroniques qui sont sophistiqués, là, qui permettent d'aller chercher de l'information de toutes petites fluctuations électriques. Je me posais la question de parce qu'il y a beaucoup de patients qui se posent cette question de savoir est-ce qu'on peut stopper le processus de dégénération. On en a parlé, là, que ça fait juste continuer. Y a-t-il moyen de justement diminuer l'impact que le vieillissement, de ralentir, en fait? Ça, c'est sûr que tout le monde, en fait, pas juste ceux atteints de la maladie de Parkinson, mais tout le monde voudrait, on aimerait ça quand même ralentir un peu le vieillissement. Là. Puis il y a des approches chirurgicales ou médicamenteuses, mais il n'y a pas vraiment encore d'approche optimale pour ça. Mais on sait quand même une chose, et c'est souvent quelque chose que les gens n'apprécient pas trop se faire dire parce que c'est le même message qui revient dans plein de contextes. Il n'y a pas de recette miracle, mais notre corps a été optimisé pendant des millions d'années d'évolution pour faire certaines choses.
Puis là, dans notre mode de vie, aujourd'hui, on ne les fait plus. Comme la sédentarité. Donc, quelqu'un qui est sédentaire, c'est-à-dire qu'il bouge pas beaucoup, ne fait aucun sport, qui passe plusieurs heures assis dans un fauteuil, puis qui regarde la télé, qui garde son téléphone. Mais c'est sûr que notre corps est pas adapté à ça. Donc, on prend du poids, tous nos systèmes fonctionnent moins bien, incluant le cerveau. Alors, le cerveau, c'est comme les autres organes. Pour qu'il fonctionne bien, il faut l'utiliser de façon active, pas juste être passif puis regarder un écran. Oui. Alors, si on est actif intellectuellement, si on mange bien, si on fait du sport et si on dort bien, ça va, et ça a été montré dans les modèles animaux et dans des études chez l'humain aussi, des études où on compare des grandes cohortes de personnes. C'est protecteur. Ouais. Donc, c'est protecteur pas juste pour la maladie de Parkinson, pour les maladies cardiovasculaires, pour la maladie d'Alzheimer aussi. Alors, tout le monde devrait être très actif physiquement, bien manger, pas boire trop d'alcool, ça veut pas dire pas en boire du tout, mais plein de choses qu'on fait qui sont vraiment pas santé, on ne devrait pas les faire ou les faire moins, beaucoup moins. Mais souvent, les gens attendent d'avoir un gros problème avant de changer leur mode de vie. Oui. Puis les patients atteints de la maladie de Parkinson ne sont pas différents. Donc, mais une fois la mauvaise nouvelle arrivée, par contre, il y en a plein qui décident de se prendre en main. Ouais. Puis là, ils vont rejoindre des groupes d'aide, ils vont faire des activités sportives en groupe. On peut faire encore, même quand on est diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, on peut faire du sport encore pendant de nombreuses années. Puis souvent, les gens là, vont retrouver un goût de faire quelque chose, essayer de faire des efforts additionnels, puis ils vont faire de l'activité physique très régulière. Et il y a eu récemment une étude qui a été publiée l'an dernier qui a suivi un groupe de patients, je pense que c'était pendant 1 an. C'était pas une longue étude, malheureusement, mais ils ont suivi avec l'imagerie cérébrale l'état du système dopaminergique dans le cerveau. Il y a des façons de faire ça. Et ils ont vu que chez une cohorte de personnes qui avaient un programme d'entraînement très régulier, à haute intensité, donc c'est comme ça s'appelle de l'entraînement par intervalle, où là, on ne peut pas juste pédaler mollement sur un vélo stationnaire en lisant un livre ou en regardant la télé. Là. C'est un petit peu plus intense. Quelque chose pour nous essouffler. Donc, des entraînements comme ça qui étaient bien coordonnés par un entraîneur. Donc, de façon répétée, je crois que c'était 4 fois par semaine, quelque chose comme ça. Mais ces gens-là ont montré une tendance à la baisse de leur système dopaminergique moins grande que les autres. C'est ça, un ralentissement de la progression. Ça pourrait représenter ça, mais l'étude était malheureusement trop courte pour prouver hors de tout doute, mais c'est fort probable qu'on réduit la pente. Ça veut dire qu'on diminue un petit peu moins vite. Ça, c'est la même chose pour le vieillissement normal. Là. Quelqu'un qui reste actif intellectuellement, qui bouge, il y a plus de chances. Ça ne veut pas dire qu'on peut quand même mourir d'une crise cardiaque si on est un triathlon, on fait du triathlon puis tout ça, mais c'est quand même, on met les chances de notre bord. Donc, pour la maladie de Parkinson et pour les troubles de mémoire aussi, tous ces facteurs-là vont nous aider. Donc, toutes des bonnes raisons, finalement. Il n'y a pas de bonne raison de ne pas le faire. Même si on n'est pas malade, pour l'optimiser. Mais pour prévenir, tout le monde aimerait ça prévenir. Mais pour prévenir, il faut le faire dès le jeune âge, en fait. Quand on est un jeune adulte, il ne faut pas attendre d'arriver dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine pour dire là, je pense que je vais me prendre en main. Mais des fois, malheureusement, ça, c'est aussi notre cerveau qui est fait comme ça. Notre cerveau est optimisé pour régler des problèmes quand ils surviennent. Bon, il n'est pas très bon pour prévenir des problèmes. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de s'occuper de l'environnement de façon appropriée. C'est pour ça que l'environnement se dégrade partout dans le monde, parce qu'on attend qu'il y ait une inondation dans notre cour, pas à l'autre bout du monde. Ça ne nous dérange pas, consciemment là, ou inconsciemment. Mais quand l'inondation va être dans notre cour, là, tout le monde va dire « Ah ben là, oui, il faut faire quelque chose avec les GES ». Mais pour l'instant, les gens vont faire comme Bernard Drinville, « Ah, lâchez-moi que les GES ». C'est ça, les gens s'en foutent avant que ça les touche personnellement, parce que notre cerveau, c'est pas parce que les gens sont cons, c'est parce que notre cerveau, malheureusement, est fait comme ça. On a besoin de voir des choses pour y croire. Mais la culture, notre éducation devrait nous aider à aller un petit peu au-dessus de ça. C'est ça, j'allais dire, parce que on est capable on devrait savoir quand même. Oui, si on s'informe un petit peu, il y a beaucoup d'informations sur tout ça. Il y a beaucoup de monde qui veulent rester aveugle à je sais pas si, je pense pas qu'ils veulent consciemment, mais c'est comme une sorte de position de paresse intellectuelle un petit peu. On aimerait ça qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles aussi. On essaie de les ignorer des fois.
Fait qu'il y a moins de connexion au niveau du cerveau. On est moins à l'affût des mauvaises nouvelles puis de tout ce qui pourrait nous amener à penser au futur. Là. Puis s'il faut se dire, ben là, je vais faire de l'activité physique tous les jours pendant les prochaines 20 années, au cas où je vais avoir l'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Ben non, c'est sûr que ça, c'est dur de faire ça. Ouais. Mais si on pense que ça va nous aider dans le reste de notre vie, par contre... Là, on n'est pas motivé à le faire. Oui, c'est ça. OK. Donc, merci. Ça fait vraiment un bon tour de la neuroscience pour ceux qui sont moins habitués, puis du Parkinson et tout ça. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer pour justement démystifier tout ça. Là. Je pense que ça va aider beaucoup de gens à comprendre un petit peu mieux la dopamine, le Parkinson. Puis, vous continuez encore à enseigner à l'Université Montréal? Oui, ça fait toujours partie de ce que je fais, pas tous les jours, mais assez souvent. Oui, c'est ça, ça reste ma tâche principale. Okay. Ça fait déjà maintenant 28 ans que je suis à l'Université de Montréal. Ah oui, quand même. Ouais, le temps passe vite. Oui, c'est ça. Puis on va continuer à suivre aussi vos études parce que, en tout cas, moi, ça a piqué ma curiosité puis de voir dans les prochaines années vers où qu'on s'en va puis ce qui va sortir par rapport au Parkinson. Parce que si je reviens au début, moi, dans mon expérience clinique, là, les patients, c'est vraiment quelque chose comme maladie. Fait que si on peut avoir un peu d'espoir pour ces gens-là, puis pour la famille, tout ça, de dire, il y a peut-être des choses qui s'en viennent, puis qu'il y a de l'argent qui est mis dans la recherche à ce niveau-là, je pense que c'est motivant. Là. Oui, absolument. Ouais. C'est un plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. Oui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode puis que ça vous aide en fait à mieux comprendre la maladie de Parkinson puis tout ce qui l'entoure. Puis je pense que vous avez réalisé que c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Il y a beaucoup d'hypothèses, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Moi, c'est la chose que je retiens le plus, c'est qu'il y a des traitements prometteurs qui s'en viennent. Puis ça, je trouve ça très intéressant parce que moi, je reçois beaucoup le côté où ce que les familles apprennent le diagnostic ou annoncent un diagnostic à un patient. Puis tout ce qui se trouve alentour, c'est une maladie qui est très difficile à vivre. Donc, c'est très, très motivant de voir puis inspirant qu'il y a des traitements prometteurs qui s'en viennent. Donc, si jamais vous avez appris des choses de votre côté, que vous avez plus de questions, n'hésitez pas à commenter, aimer la vidéo puis vous abonner. Il y a un prochain épisode qui s'en vient aussi très bientôt.